Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et par rapport à ce qui se passe en Russie, en France, etc., les tensions qui commencent à monter. Et nous avons la chaîne de télé française BFM qui va interviewer Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma. Donc le journaliste de BFM TV va l'écouter. Alors voilà, on est en Russie, on est à Moscou. Il donne son point de vue, hein. On n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais c'est normal, hein. Il faut écouter l'autre pour comprendre son point de vue et ce qu'il en est. Et vous verrez, il y a des choses qui sont intéressantes. Et les conséquences peuvent être graves, hein. J'ai beau le répéter, je dois être l'un des seuls. Alors, on est nombreux en France à appeler à la paix, à appeler. Vous savez, hein, soit on décide de se faire la guerre, de souffrir, soit on décide de faire la paix et d'avancer tous ensemble. La problématique, c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la guerre, c'est un business. C'est aussi simple que ça. Donc c'est à nous de se faire entendre et de dire que une vie humaine, c'est sacré, qu'elle soit ukrainienne, russe, française, palestinienne, etc. Donc c'est très important de le comprendre. Et regardez dans les histoires passées, toutes les guerres qu'il y a eu, on aurait pu les éviter à la base. Mais bien sûr, quand on n'a pas, nous, enfin les dirigeants n'ont pas de, comment on appelle ça, ils n'ont pas de répercussions, ben la décision elle est facile à prendre. Bref. Avant de démarrer et de vous montrer cette interview qui est justement exceptionnelle de Piotr Tolstoï, je vous invite à vous abonner vraiment et de laisser un commentaire directement, de partager la vidéo. Vraiment, c'est en partageant un maximum mes vidéos que vous pouvez me soutenir. Merci infiniment pour tous ceux aussi qui m'ont souhaité un bon anniversaire. Croyez-moi que le plus gros cadeau que vous puissiez me faire, c'est juste continuer à me regarder et me soutenir. En fait, là en ce moment, il y a tellement d'actualités. Pour les grosses vidéos, les gros sujets, je les mets sur cette chaîne-là, la chaîne principale. Et pour l'autre, ça sera des vidéos de 10 minutes. Parce qu'il y a tellement... Je pourrais rester vraiment toute la journée non-stop à vous parler de l'actualité. Donc, préparez-vous à suivre cette chaîne secondaire. Ne soyez pas... vraiment, faites la démarche d'aller voir cette chaîne secondaire pour voir l'actualité. Voilà, ça durera 10 minutes. C'est des vidéos de 10 minutes, 8 minutes. Vous êtes prêts? C'est parti. Voilà. Bonjour Jérémy, enchanté. Enchanté, c'est un bon endroit pour se rencontrer, c'est un Oui, bon... oui, on a le Kremlin derrière nous, on a le temps seulement. Il n'y a pas de soleil, mais bon. Bon, ici c'est presque aussi romantique que l'histoire de nos... Alors, il faut savoir que je serai Jérémy. Alors, je suis un peu plus grand que Jérémy, tu vois. Je pense quand même arriver à regarder dans les yeux, en face à face, Piotr Tolstoï. Mais ça me fait rire que le petit Jérémy, il est moins vindicatif. C'est-à-dire que d'habitude, tu vois, il est un petit peu plus véhément. Là, il est là, Monsieur Piotr Tolstoï. euh, je peux te dire que Piotr Tolstoï, des Jérémy, tous les jours, il en trempe dans son café et il les mange. Allez, bon, on arrête de déconner parce que c'est quand même un sujet très important. Et croyez-moi, il y a beaucoup d'analyses à faire. Il n'y a pas de soleil, mais bon. Bon, ici c'est presque aussi romantique que l'histoire de nos relations Russie-France, c'est deux pays qui se connaissent bien, et vous êtes bien placé pour le savoir, puisque vous êtes l'arrière-petit-fils de Léon Tolstoï, qui a écrit Guerre et Paix. Ouais. Donc ces relations faites de haut et de bas, vous en savez quelque chose Vous savez, les Russes sont toujours... Ah, excusez-moi, j'ai mis la vitesse de lecture fois... attendez. Voilà. On est content que dans la guerre et la paix, les premiers 10 pages, c'est en français. Ils disent, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va plus entre la France et la Russie? Pourquoi ça ne marche plus? Ça marche plus parce que les Français ont pensé qu'ils ont droit de donner des leçons à des Russes. Ils ont, après la fin de la guerre froide, ils ont imaginé qu'ils ont... Et ça, ce que ne comprennent pas en France, c'est que l'ingérence, etc., c'est insupportable. Le fait de... Il ne s'agit pas... Attention, je suis pas en train de dire que j'ai raison ou que j'ai tort, etc. C'est juste qu'il y a des gens qui ont une culture différente, une société différente. Vous savez, il y a certaines régions du monde où c'est matriarcal. C'est les femmes qui dirigent la société. Et dans d'autres, c'est patriarcal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, je m'en balèque. Chacun a son modèle. Il y a des Asiatiques, il y a... Moi, ce que j'aime dans ce monde-là, c'est qu'il y a plein de cultures, de différences, de préférences, de goûts et de couleurs.
Ça serait horrible, un monde unipolaire. Un monde où tout le monde pense pareil, tout le monde se ressemble, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment l'horreur. Donc, vous ne pouvez pas juger. Les Russes sont les Russes, ils ont leur histoire. Les Algériens ont leur histoire. Les Français ont leur histoire. Vous ne pouvez pas imposer. Et le problème, c'est que les Lumières ont voulu imposer au monde leur façon de penser. C'est ce qu'on appelle la colonisation. Voilà. Et l'esclavage. Ils ont gagné la guerre froide avec les Américains. Ils ont oublié l'histoire de l'Europe, l'histoire du continent. Et je parle non seulement des guerres napoléoniennes, mais aussi de la dernière guerre, par exemple. Aujourd'hui, quand M. Macron dit qu'il va envoyer les soldats à Odessa, il faut lui rappeler que la dernière grande guerre en Europe, la France, elle a tenu 40 jours contre les nazis. Et les Russes, ils ont tenu 4 ans et ils ont gagné la guerre au Berlin. Je veux dire très directement. Et là, ce qu'il est en train de dire, ben, c'est factuel malheureusement, c'est qu'en France, il y a une problématique à, comment dire ça, à jouer sur les apparences. Et ça, nous qui sommes français, on peut le voir, que ce soit dans nos sociétés, quand on travaille ou autre. Là, les gens qui travaillent ou autre, c'est pas la personne la plus compétente qui va être récompensée, c'est celui qui fera le plus de chiffres, quand je dis de chiffres, de lèche, voilà, pas de chiffres. Et pareil hein, pour l'armée, c'est-à-dire qu'on en est quand même à une situation où on essaye de menacer la Russie. C'est fou quoi. Et on a une responsabilité parce qu'il faut savoir que les Ukrainiens étaient prêts à négocier au début de guerre avec Zelensky. Donc, et là il y a eu des centaines de milliers de décès en Ukraine et ça n'a pas... Enfin, c'est des centaines de milliers, mais même 10, ça en valait pas la peine. Il aurait fallu discuter dès le début, trouver des solutions. Voilà. Mais bon, non, c'est pas grave. Tu vois. Que, Et oui, je confirme, hein, en Allemagne, quand il y a eu la guerre, la France a été comme dans du beurre. C'est bien beau d'avoir un beau discours, mais dans la réalité, il n'y a rien, tu vois, c'est comme ça. L'idée d'envoyer les soldats français en Ukraine, ça va se terminer par les cercueils en Orly, couverts par le tricolore, et c'est pas Macron qui va aller les chercher. Donc les Français, ils doivent comprendre les conséquences. C'est tôt. Et là, ce qu'il est en train de dire, c'est véridique. C'est-à-dire que Macron va s'en fiche. C'est-à-dire que tous les morts qu'il y aura, non, nous c'est sacré. Alors certains vont me dire, Samir, tu n'es pas militaire, tu n'es pas machin, etc. En plus, tu penses quitter la France prochainement. Ouais, mais moi je suis un humain. C'est-à-dire que ça me fait de la peine qu'il y ait des Ukrainiens. Vous savez, l'Ukrainien qui meurt, il a une mère, hein. Il a une mère, il a peut-être des enfants, il a une femme, etc. Ben, c'est pareil pour les soldats français. C'est comment on appelle ça? L'armée doit servir en dernier recours. Et il doit servir pour la paix, pas pour attaquer. Alors, on peut attaquer si vraiment on voit en face il y a quelque chose de dangereux qui machin, mais ça doit servir à la paix. C'est comme un policier qui avait dit mon objectif, et j'aurais réussi ma carrière si je n'aurais jamais à utiliser ça. Et il montrait son arme à feu. Si je n'ai jamais à sortir ça, c'est que c'est nickel. Vous voyez ce que je veux dire? Si on a une armée qui n'est jamais entrée en guerre, c'est magnifique, ça veut dire qu'on vit en paix. Vous voyez? Parlez-nous un peu de nous, parce que vous nous connaissez très bien, vous parlez un français parfait, vous avez étudié en France, vous avez été... Oui, j'ai fait mes études, une partie de mes études en France, et j'ai travaillé pour la presse française aussi, ici à Moscou, dans les années 90. Donc la France, vous la connaissez, vous l'avez aimée. Qu'est-ce qui ne va plus? Pourquoi vous ne nous aimez plus? Mais pourquoi je dois vous aimer? Vous avez entendu 19... Alors, il y a plusieurs choses à dire. Vous voyez bien qu'autour de lui, il n'y a personne. Bah après, tu me diras, on est en Russie, mais je peux vous assurer que Macron se promenait comme ça dans les rues de Paris. Il fait pas long feu. Ensuite, il dit quelque chose qui est très important, c'est très anecdotique pour vous, mais n'importe quel étranger pourra vous le confirmer. Si vous vivez à l'étranger, etc., ils pourront vous le confirmer. Il y a une problématique avec la France et la diplomatie extérieure, la diplomatie avec les pays étrangers, etc.
vous avez tendance à beaucoup parler d'amour. Par exemple, vous parlez de la colonisation, vous parlez des relations. Par exemple, en Algérie, en ce moment, vous savez, c'est une difficulté en France pour se fournir en gaz avec les sanctions qu'il y a vis-à-vis de la Russie. Il faut des sanctions contre nous-mêmes. Et ils sont tous partis en Algérie pour essayer de... Et ils parlent de... Ouais, mais il y a une histoire d'amour entre l'Algérie et la France. Mais c'est comme... Pourquoi vous parlez d'histoire d'amour? Il n'y a jamais une histoire d'amour. Au pire, c'est un yole, tu vois. Mais il n'y a pas d'histoire d'amour. Ça n'existe pas. C'est juste des marchés économiques, du business et de la bonne diplomatie. Vous avez des produits, on a des produits, on peut vous fournir en gaz en échange de ci, ça, etc. C'est tout, c'est du business. S'il y a des gens qui sont plus offrants, eh ben on ira vers eux, etc. C'est tout, c'est comme ça. La Russie respectera la France comme elle respectera tous les autres pays si on la respecte. Il n'y a pas une question d'amour, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est bête. Mais ça vous montre à quel point le niveau est bas en France de la part des commentateurs, des journalistes et même des politocars. C'est vraiment le niveau, il est zéro. C'est le niveau maternel. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Bah, c'est pas une question d'aimer, c'est une question de concret, de géopolitique. Pourquoi je dois vous aimer? Vous avez entamé 19 000 sanctions contre mon pays, vous menez une guerre économique, vous mentez sur la Russie chaque jour sur BFM. Donc c'est la réaction d'un amoureux déçu? Non, mais vous distribuez les narratifs sur la guerre en Ukraine qui sont complètement, pour nous, impensables. Les choses... Et là, il parle du narratif. C'est-à-dire qu'il t'explique bien que parfois il y a des narratifs qui sont faux. Il faut savoir que en France, on t'explique que la colonisation, l'esclavage, c'était quelque chose de positif. Tu vois, on t'invente un narratif. On t'explique que si ou cela, machin. À chaque fois. Mais sachez-le, hein, pour ceux qui nous regardent de l'étranger, en France aussi, hein, on subit la même chose. Hein. N'allez pas croire que la colonisation, l'esclavage, les Français l'ont pas subi, ils l'ont subi. Hein. Le système a fait des dégâts en Afrique, a fait des dégâts, mais au peuple français. Hein, les Français pètent tous la misère. Hein. Alors, bien évidemment, les Africains sont beaucoup plus évolués, ne tombent pas dans le panneau, mais allez voir la majeure partie du peuple français, ils ont des difficultés à se nourrir, à vivre. Donc ne venez pas leur dire qu'ils sont responsables de la colonisation, de l'esclavage, tu vois. C'est faux. Donc il y a un narratif du système pour se faire passer pour des gentils, etc. Mais c'est normal, hein, c'est quoi l'expression là? Quand tu veux te débarrasser de ton chien, tu accuses qu'il a la gale, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et toutes les provocations qui, durant ces 2 ans, ont déjà passé dans la presse contre la Russie et qui font l'image des Russes comme les gens qui mangent les enfants le matin. Donc, écoutez, on n'a pas, on aime bien la France et les Français, mais on ne peut pas accepter ça. Et là, il dit un truc intéressant. Je suis désolé de couper presque à chaque fois, parce qu'à chaque propos, il y a une petite analyse à faire. Il faut savoir que pendant la période de l'URSS, la guerre froide, quand il y avait le bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest, on préparait l'Occident à entrer en guerre totale contre l'URSS. Et vous savez ce qu'on disait? On disait que les soviets, quand il faisait très froid, bah, ils mangeaient leurs enfants. Vous allez me dire, ça n'a pas de logique, personne fait ça. Mais en fait, on est obligé de faire peur, de montrer que l'ennemi est un monstre. C'est pareil en Afghanistan. Vous savez, vous avez des gens qui pensent qu'en Afghanistan, les gens, ils sont comme ça, l'Afghan, ils se lèvent le matin. Oh, oh, je vais me faire un petit ricoré, quoi, un petit Capri Sun, tout de suite avec un petit, oh là, tout ça. Ah, les ricorés, l'ami du matin. Wouh! Allez, une belle journée, tu sais. Oh, il est là, une belle journée, puis il y a un beau chant, tout ça. Aujourd'hui, je crois que je vais m'occuper de ma femme. Chérie, viens voir. Non,
Les Afghans, ils aiment leurs femmes, ils aiment leurs enfants, les Chinois pareil, les Russes pareil, les Français pareil, le monde entier pareil. Si demain il devait y avoir une race extraterrestre, et qui, ont le même modèle que nous pour, faire des enfants, ils c'est naturel, ils aiment leurs enfants. N'importe quel animal, vous essayez de vous approcher de son enfant ou de sa femme et vice versa, il va réagir directement. Donc arrêtez de tomber dans le panneau. Ça, ce sont vos élites qui essayent de faire des tensions, pour entrer en guerre. Non, n'écoutez pas. Dites, l'Ukrainien, c'est mon frère, l'Afghan, c'est mon frère, tout le monde, c'est mon frère. Ils m'ont jamais fait de problème. C'est tout. C'est ça qu'il faut se dire, vraiment. Qu'est-ce qui a déraillé dans notre modèle? Vladimir Poutine érige le modèle russe en opposition avec le modèle d'un Occident qui serait décadent. Qu'est-ce qui est décadent chez nous, Français? Il n'est pas en opposition. Ça, encore une fois, alors, c'est un terme, mais il est différent. C'est pas une question d'opposition. Chacun a ses valeurs. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est. Regardez votre gouvernement. Est-ce que on peut vraiment, à 21e siècle, penser que c'est pas décadent d'avoir des gens si spéciaux Qu'est-ce que vous entendez par là? le gouvernement? Mais Vous faites référence au fait que notre Premier ministre Gabriel Attal est Ouais, mais bon, homosexuel? voilà. je fais référence qu'aujourd'hui, la France est gouvernée d'une partie par les pervers, tout simplement. Alors, être homosexuel, c'est être spécial, voire pervers? Alors, Tout à fait. Pour nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout, ça dépend comment. Et moi, c'est pour ça que je vous dis, il faut toujours prendre du recul et voir d'où ça vient. Il faut savoir que, concernant les mouvements LGBT, les religions abrahamiques n'adhèrent pas à ces mouvements-là. On va pas développer, s'il vous plaît. Mais ils n'adhèrent pas à ça. Donc c'est normal que dans des pays qui sont majoritairement de confession abrahamique, chrétienne pour la Russie ou d'autres, ben, disons qu'il y a un certain froid vis-à-vis de ces choses-là. En France, c'était la même chose. Sauf que depuis, la France a changé et depuis 1789, c'est la laïcité, la République, les francs-macs, etc. qui dirigent. Donc ça c'est une chose. Et la première, enfin, le plus nombreux ce sont les athées en France. Voilà. Donc c'est normal que il n'y a plus cette idéologie qui peut être bonne ou mauvaise, on s'en fout là, je suis pas là pour débattre. Maintenant, c'est plus un truc plus laïque, ouvert, etc. D'où le fait de cette disparité. Maintenant, il ne s'agit pas de juger l'autre ou l'autre de nous juger. Chacun est différent. C'est tout. La seule chose qu'il faut faire, c'est ne pas imposer aux autres. C'est tout. oui, absolument. Mais c'est pas. Donc il n'y a pas d'homosexuels en Russie? Non, et bien sûr, il y en a, mais il n'y en a pas dans le gouvernement. Est-ce que les homosexuels en Russie peuvent vivre librement et protégés par le bien gouvernement? sûr, leur vie privée est protégée, mais ils n'ont pas droit à la propagande ouverte de leur mode de vie. Le fait qu'on ait un premier... Alors, moi, je vous dis, je suis désolé de vous dire ça, là, il ne dit pas la vérité, Piotr Tolstoï. Là, il dit quelque chose et ça va être monté en épingle, machin. Je tiens à préciser que Piotr Tolstoï, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'en Russie, même les hétéros, ceux qui font la propagande, vous allez comprendre, en public, c'est interdit. C'est-à-dire que, par exemple, vous aviez un couple d'influenceurs qui... il y avait une église en fond, là, il y avait une église, et ils ont mimé un acte en public. C'était faux, ils ont mimé un acte. Voilà, où la fille s'est mise à genoux, et voilà. Ben, ils ont été condamnés. Pourtant, ils sont hétéros. Tout ça pour vous dire que dans certaines sociétés, hétéro, homo, ce que tu veux, en public, reste correct, ne te montre pas, machin. Chez toi, tu fais ce que tu veux, et ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'au-delà de... Là, il faut une focalisation sur les homos, mais je peux vous assurer qu'il aurait pu parler pour les hétéros aussi. Vous faites ce que vous voulez chez vous, mais en public, un peu de tenue, s'il vous plaît. Tu vois?
Le ministre ouvertement homosexuel, Gabriel Attal, pour vous, ça fait partie de cette décadence que vous décrivez en Occident? C'est être homosexuel, c'est un problème? Ben, écoutez, non, c'est la dégradation des leaders européens. Regardez aujourd'hui avec qui on doit avoir l'affaire, avec Scholz, avec Macron, avec Borrell, etc. Donc ça, c'est des gens qui n'ont pas même l'idée de leur parole. Ils ne peuvent pas tenir la parole. Qu'est-ce que vous aimiez chez nous que vous ne retrouvez plus? Vous qui avez été si souvent en France, qu'est-ce que vous aimiez? Vous voyez le discours de ces inconscients. S'il vous plaît, dites-moi, c'est moi où je suis peut-être un peu... Il arrête pas de parler d'amour, vous nous aimez pas, vous nous aimez pas. Arrêtez de parler comme ça. Arrêtez de parler d'amour. C'est juste c'est inconscient. En France, que vous ne retrouvez plus aujourd'hui? Bah, écoutez, j'aime bien la France, j'aime bien la culture, je regrette beaucoup que je ne pourrais pas amener mes enfants à Louvre, je ne sais pas, montrer Paris, etc. Oui, parce que vous voulez plutôt envoyer une bombe nucléaire à Paris en ce moment. C'est plutôt ça le discours. Bien sûr. À la télévision russe, on calcule la durée qu'il faudrait pour un missile nucléaire pour arriver à Paris. Il rigole. En 2 minutes, selon Soloviev. Pas 2 minutes, un peu plus, mais... donc vous avez commencé à calculer les plans? Oui, bien sûr, on calcule parce que... Alors là, ça fait peur par contre. Tu vois, parce que autant le petit Jérémy, tu vois, il était là, et j'ai vu 2 minutes. Et que Piotr Tolstoï, il te dit, non, c'est pas 2 minutes, c'est 3 minutes 57. Oh, franchement, moi, c'est pas méchant ce que je vais dire. Je suis à côté, quelqu'un il dit ça, alors que tu dis, ouais, on a vu les vidéos là où vous dites comme quoi que ça prend 2 minutes pour venir envoyer une bombe atomique sur Paris, et que l'autre te répond, non, c'est 3 minutes 57 secondes et 10 millièmes. Oula, ça veut dire que vraiment, ils sont tout est calculé, tout est prêt. Alors là, ça fait peur, je vous mens pas. Hein. Les gars, c'est nous qui allons souffrir. Vraiment, c'est le monde, c'est la population. Donc, s'il vous plaît, il y a un moment, il faut dire stop. Selon Soloviev. Pas 2 minutes, un peu plus, mais... donc vous avez commencé à calculer les plans? Oui, bien sûr, on calcule parce que, vous savez, pour nous, c'est ce qui est important historiquement pour la Russie, c'est assurer la sécurité du pays. Et quand les pays de l'OTAN, dont aussi la France, mettent les missiles autour de nos frontières et veulent mettre les missiles en Ukraine, en adhérant à l'OTAN, l'Ukraine. Donc pour nous, c'est inadmissible. Bon, on a vu, on a entendu ici, traduit en russe, les mots d'Emmanuel Macron. Vous suivez de près ce que dit le président français? Et vous voyez, vous voyez la différence. Alors, excusez-moi de vous dire ça. Là, on a un journaliste français qui est en Russie. Il peut s'exprimer. Vous voyez, c'est ça que j'aime pas sur les plateaux. Et c'est pour ça que toutes les interviews que j'ai pu faire moi sur ma chaîne, vous avez kiffé. Parce que c'est rare que vous avez vu des interviews où c'est des questions pertinentes et surtout on laisse exprimer la personne. Tu vois, souvent c'est entrecoupé. En fait, on ne laisse pas l'autre s'exprimer. Laisse-le. Si tu n'adhères pas, tu n'adhères pas. Tu peux faire une critique, mais ne va pas lui tomber dessus alors qu'il a même pas pu s'exprimer. Et là, c'est juste intéressant. C'est vraiment intéressant de l'entendre parler, s'exprimer et regarder la suite. Plus que ce que dit par exemple le chancelier allemand, qu'est-ce qui dans les mots d'Emmanuel Macron aujourd'hui hérisse le poil du pouvoir russe? Il est le premier entre les leaders européens qui a directement évoqué l'envoi des soldats au sol en Ukraine. Et ça, c'est une déclaration qui est pour nous très inquiétante parce que ça nous approche à la Troisième Guerre mondiale, carrément. Parce que... Et c'est vous qui parlez de cette Troisième Guerre mondiale, pas nous les Français. Bien sûr, vous les Français qui voulez venir avec les soldats à Odessa, une ville russe, vous les Français êtes en train de provoquer la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'après... je ne sais pas, 300, 400 Français tués, votre président, il sera dans la piège. Il devrait soit accélérer l'histoire, soit augmenter la présence de troupes, soit retirer les troupes.
Vous dites qu'Odessa est russe, le gouvernement. Et en effet, hein, euh, pour ceux qui regardent mes vidéos, ça fait très longtemps que je vous ai parlé de ces choses-là. Ça fait très longtemps que je vous ai parlé des dissidents, des patriotes, des ZOS 2022. Et je vous avais dit que toutes les lois qui sont passées euh, laissent à entendre que tout est opérationnel. On peut être mobilisé ou autre. Il n'y a aucune dissidence. Les seuls, c'est la LFI qui appelle à négocier, à arrêter, hein, faire la paix. Peu importe dans l'endroit du monde, mais faire la paix. Mais ce qui va se passer, c'est que si on envoie des soldats, etc., quelques-uns, et qu'après on nous le révèle, 2000 soldats français sont morts pour la patrie, tués par des Russes. D'accord. Et là, je peux vous assurer que vous allez voir tous les politiques et les médias dire c'est inacceptable, la France va se défendre. Et là, vous allez voir ZOS 2022. Au nom de la patrie, allons enfants de la patrie, allez. Et vous allez y aller comme ça. Arrêtez, machin. Et c'est reparti. Voilà. Je tiens juste à vous dire une chose. Je vous invite à tous les catholiques, à tous les athées, à tous les musulmans, d'aller sur Internet, de taper nom des soldats décédés pour la France depuis 1914. Vous regardez. Après, vous pouvez regarder depuis 14 jusqu'à depuis maintenant. C'est-à-dire qu'en croissant, décroissant. Vous verrez beaucoup de noms qui vont vous indiquer un truc et quelques noms musulmans aussi. Ça va vous faire réfléchir. Si vous comprenez pas, tant pis. Le Kremlin dit aussi que le Donbass est russe et d'ailleurs la majeure partie de l'Ukraine serait russe. Historiquement, bien sûr, personne ne conteste la culture commune entre ces terres et la Russie. C'est pas la culture commune, c'est la même culture parce que c'est le même peuple. Mais moi, en tant que journaliste, je me suis rendu en Ukraine depuis le début de la guerre. J'ai rencontré des Ukrainiens et tous me disent leur volonté de rester à l'écart de la Russie, de garder leur indépendance, de rester ukrainiens et non pas de devenir russes. Est-ce que vous entendez cette voix des Ukrainiens qui vous disent « laissez-nous tranquilles, on veut être indépendants ». On a pendant 30 ans attendu que ces Ukrainiens arrêtent de faire des bêtises contre les 20 millions de Russes qui vivaient en Ukraine, de leur interdire leur langue, de leur interdire l'éducation en russe, de interdire l'histoire, d'ailleurs, commune qu'on a l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine, c'est mon pays. Mon arrière-grand-père était le maire de Kiev. C'est mon pays. Et donc là, ce qu'il est en train de dire, et c'est ce que vous n'entendez pas dans les... Alors là, c'est BFM, donc bien évidemment, c'est un truc du système, c'est de l'État. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que ça fait 30 ans qu'il y a des problématiques, 30 ans qu'il y a une souffrance, 30 ans que 20 millions de personnes souffrent. Et c'est comme ça qu'a démarré aussi la Deuxième Guerre mondiale, hein. Pareil pour la Première Guerre, et ainsi de suite. Donc, ne venez pas vers moi et me dire « Oui, mais Samir, tu me prends les problématiques de la guerre, de la Deuxième Guerre, ou de la Première Guerre mondiale, et me dire « Regarde ce qui s'est passé. » Oui, mais ça, c'est après, ça, c'est trop tard, on y est. Moi, je suis en train de te parler avant. Comment on aurait pu éviter? Là, l'histoire de la guerre, de la Russie, de l'Ukraine, comment on aurait pu éviter ce drame-là? Voilà. Et là, à l'heure actuelle, est-ce qu'on pourrait pas discuter un petit peu avant que la Troisième Guerre soit déclenchée? Je veux pas que mon pays devienne un pays nazi, comme aujourd'hui. Mais les choses changent. Je ne veux pas que mon pays parle une autre langue. Et je ne veux pas que mon pays sera en base de l'OTAN pour les missiles contre mon pays. Et je ne veux pas que mon pays, Ukraine, restera sous la dictature des pays occidentaux et de l'OTAN. L'Ukraine n'existera jamais dans les frontières qu'il y avait avant la guerre. Point. N'existera jamais. Pour nous, c'est une question existentielle. Et on ne va pas arrêter. On ne va pas... Pour ceux qui pensent que j'étais l'un des premiers à parler de ça, malheureusement, pour ceux qui vont s'arrêter au Donbass ou je sais pas quoi, sachez que
Odessa va être prise, ça va être la prochaine étape, Odessa, et, et l'Ukraine n'aura plus aucun accès à l'eau, hein, à la mer. Une fois que c'est fait, ils vont remontrer. Ils vont peut-être laisser la petite partie au nord-est, excusez-moi, au nord-ouest. Au nord-ouest, ils vont laisser cette petite partie qui va être laissée à la Pologne ou autre. Mais sinon, je peux vous assurer que c'est fini. Hein, pour ceux qui pensent qu'ils vont s'arrêter juste à ça, machin, ils vont prendre tout. En tout cas, c'est l'objectif, c'est de prendre toute l'Ukraine. Sachez-le. Retirer les troupes, on ne va pas faire semblant qu'on est... on ne croit pas, on ne croit plus aux accords avec les Européens, on ne croit plus aux accords avec les Américains. On va garantir notre sécurité à tel point à quel ça sera décidé par Vladimir Poutine, qui est président de la Russie. Et donc, à ce moment-là, quand on va dire on s'arrête, il y aura une autre conférence sur la sécurité en Europe, comme celle de Helsinki ou Yalta. C'est tout simple. Le président français, lui, refuse qu'on en arrive à cette situation et on s'en fout de son opinion. Vous entendez de ce que dit Emmanuel Macron. Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites. On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on va tuer... La France reste une puissance nucléaire. Vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. Alors, tu sais, c'est alors magnifique, tu vois que ça sortait du cœur, mais on s'en fiche de lui, de ses limites. Et quand on dit c'est une puissance nucléaire, les gars, faut que vous compreniez aussi une chose, je dis pas que, attention, hein, mais 200 missiles nucléaires, ça veut pas dire 200 missiles qui arrivent sur Terre, hein, enfin en Russie. Ils peuvent les détruire dans les airs, hein. Les missiles sont lancés, les Russes peuvent intercepter une bonne partie des missiles. Quand bien même il y en ait 2 ou 3 qui tombent, ça serait gravissime. Mais la problématique avec la Russie, c'est qu'ils ont des missiles hypersoniques qu'on ne peut pas arrêter. C'est-à-dire que eux, quand ils vont tirer, ça va toucher. Là où nous, ça va pas toucher. Enfin, vous voyez où c'est qu'on en est? On est en train de parler de ça, quoi. On est en train de parler de ça. Au lieu de se dire, tu sais quoi, j'ai envie de passer un week-end à Moscou, kiffer. Lui-même, il dit, c'est dommage, j'aurais bien aimé emmener mes enfants voir Paris au Louvre, etc. Non, au final, on se fait la guerre. Et donc, on va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 Français et dont 147 ont déjà tué. Donc il y en a 147 citoyens de la France qui ont été tués en Ukraine. Et on va tuer tout le monde. Vous inquiétez pas. Voilà où c'est qu'on en est. Bah merci à Emmanuel Macron, merci au système d'avoir fait toutes ces tensions, de ne pas avoir respecté les accords, et voilà. Et les gens comme moi passent pour des faibles. Alors les gars, une fois que la guerre est déclenchée, vous inquiétez pas, moi je rentre dans un autre mode, hein. Si je dois me protéger moi, etc., ça c'est encore autre chose. Mais là vous avez une preuve que vous êtes les belligérants. Bref, dites-moi ce que vous en pensez du discours de Piotr Tolstoï, si vous le trouvez pertinent, compétent. Et est-ce que vous pensez de la situation? Sans méchanceté, sans vulgarité, sans haine. Vraiment, j'y tiens. Je compte aussi, merci d'ailleurs pour tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire, ça fait vraiment plaisir. Je vous invite à voir ma chaîne secondaire. Et voilà, tout simplement. Mais vraiment, merci infiniment. Ça me fait plaisir que vous me regardiez aussi nombreux, que vous partagiez mes vidéos, etc. Merci infiniment. Bon, j'ai fini cette petite vidéo. Je vais la diffuser ce soir. Mais bon, alors c'est bien beau de diffuser des vidéos, mais il y a quand même des priorités. Donc, hop, billet d'avion, Paris-Alger, hop, vol pour Alger.
Alors. Euh, sans escale. Ouais. Allez. En urgence. Accepter. De Paris à Alger. Ok. Départ. Départ le 28 mars. Non, c'est beaucoup trop tard. Faut pas déconner. Attendez. Moi, il me faut tout de suite là. Ça chauffe. On est le 21 mars, le jour de mon anniversaire. Allez, le 22. Voilà, le 22. Le retour. Oh, pas besoin de retour. Ah, pas besoin de retour. Avec ce qui va se passer, croyez-moi. Allez. Bon. C'est parti. Ah, chercher. Ouais. Donc vendredi 22 mars. Donc là à 7h35. Et on arrive à 10h à Alger. Meilleur tarif, 109 euros. Ouais. Bon. Allez, ça va. Franchement, c'est quoi 100 euros pour sauver une vie? Allez.